chose sur l'information. Je cherche. Quand Mitterrand nomme Badinter garde des Sceaux, si vous connaissez un peu le vocabulaire antisémite, reprenez tous les journaux et vous verrez les sous-entendus. Aujourd'hui, on exprime moins l'antisémitisme parce qu'il est puni par la loi. Apparemment, la parole est en train de se libérer. Mais cette société n'a pas extirpé son antisémitisme. Il faut être un peu sérieux. Donc, voilà comment un certain nombre de gens, si vous voulez, vont complètement bifurquer. Le deuxième bouquin, c'est le livre d'Henri Michel sur Vichy et la Shoah. Alors là, je ne peux pas en parler parce que je ne l'ai pas lu. Mais il remet assez sérieusement en cause un certain nombre des affirmations de Paxton et quelques-unes d'autres affirmations, et en particulier celle de Klarsfeld. Je voudrais quand même vous rappeler qu'en m'appuyant sur des travaux un peu antérieurs, et en particulier 2 sommes sur l'histoire de l'extermination des Juifs dans la Seconde Guerre mondiale, la France est dans l'ordre décroissant de protection des Juifs le 3e pays. Le pays qui a protégé tous ces Juifs, c'est le Danemark, 100%. Vient ensuite la Bulgarie qui doit être à 92%. Arrive ensuite la France, 75%. 75% des Juifs vivant en France en 1939 sont toujours vivants en 1945. Là où la France a failli, c'est sur les Juifs étrangers. Nous avons sacrifié les Juifs étrangers pour protéger les Juifs français. Et je vous rappelle que la faute majeure en histoire, c'est l'anachronisme. Il faut toujours recontextualiser les choses. Aujourd'hui, tout pays civilisé se sent obligatoirement protecteur de la veuve, le faible et l'orphelin, quels que soient les liens qu'il peut avoir avec l'individu. Ce qui me paraît un indiscutable progrès et qui prouve qu'en dépit de ce qu'on dit, plus le temps avance et plus l'homme devient humain. Mais au moment de la Seconde Guerre mondiale, un État n'est responsable que de ses ressortissants. Regardez la brutalité avec laquelle, sur le bassin du Nord, Pas-de-Calais, on vire les travailleurs polonais en exigeant qu'ils laissent ce qu'ils ont payé de leur denier. Ils n'ont même pas le droit d'emmener leur mobilier. Dès lors qu'il n'y a plus de travail, ils n'ont aucune raison de rester sur le territoire national. Donc, vous voyez qu'on est en train de recomposer cette histoire, mais c'est extraordinairement difficile. Et compte tenu de la place qu'elle occupe dans les programmes, je crains que pour les jeunes Français d'aujourd'hui qui font leur scolarité secondaire, ils n'en entendent jamais parler. Donc je suis assez satisfait que des associations comme les vôtres, finalement, prennent en charge l'enseignement de l'histoire auprès des Français. 2 mots sur la collaboration et la déportation. Alors, la déportation, les choses deviennent compliquées à étudier à partir de la fin des années 60, parce que c'est à peu près à ce moment-là que commence l'espèce de compétition malsaine de savoir lequel a été le plus victime d'une même cause par rapport à d'autres victimes. J'ai eu la chance de faire mes études avec, comme professeur d'histoire médiévale, un homme qui a été profondément engagé dans la résistance. Il a payé ça de 3 ans de séjour à Mauthausen. Et sans jamais en avoir eu la carte, il était un compagnon de route, puisque aux élections de décembre 1944, rentrant de camp de concentration, il était sur la liste des candidats communistes à la mairie de Caen. Il s'agissait de Michel Devoire. Et Michel Devoire a consacré une grande partie de sa vie à essayer d'aider à la construction de cette histoire de la résistance et de la déportation, à laquelle il avait participé des 2 côtés, puisque d'abord résistant, puis ensuite déporté. Et quand vous m'avez parlé de ça en me demandant si j'acceptais d'en dire 2 mots, je me suis souvenu d'une conversation assez longue que j'avais eue avec lui à la fin des années 60, où il me disait son inquiétude de ne pas pouvoir sérieusement faire de l'histoire sur des sujets aussi passionnels, et dans lesquels il voyait se dessiner cette compétition des souffrances entre les souffrances endurées. Les différents comités départementaux de résistants, à la fin des années 60, avaient beaucoup avancé dans le travail d'inventaire de toutes les actions
que les mouvements et les réseaux avaient fait dans le département, des pertes que ça leur avait occasionnées, avaient fait un classement entre les types de sanctions et avaient commencé à en produire une cartographie. Et cette cartographie se trouvait ralentie par le fait que, à la publication de chaque carte, lorsque dans la partie de la carte, le tableau statistique faisait apparaître le pourcentage de retour par rapport au pourcentage de départ en déportation, il y avait des tensions et des frictions entre déportés pour fait de résistance et déportés ratio, c'est-à-dire déportés pour être exterminés, et quelques rares survivants de cette dernière catégorie faisant remarquer aux précédents que tout de même c'était sensiblement plus confortable d'être résistant que d'être juif, puisque globalement, presque tous étaient revenus de camps de concentration, ou presque, ce qui est quand même un peu excessif, il y en a pas mal qui y sont restés. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui commence tôt, fin des années 60. Je peux même vous dire, c'était le moment où on a publié la carte de l'Orne, que j'ai eu cette discussion avec lui, et par conséquent, les multiples débats qui existent encore montrent que tout ça n'est pas absolument éteint. Donc il me semble qu'il faut continuer à essayer d'en parler, rassembler des informations. Je pense que pour le centenaire de la Seconde Guerre mondiale, qui est tout de même pour bientôt, c'est dans 20 et quelques années, même pas, c'est 20 ans, il y aura une grande collecte, comme il y en a eu pour la Première Guerre mondiale, et je peux vous assurer qu'on a vu ressortir de véritables pépites et même de véritables trésors. Donc à chaque fois que vous trouvez, profitez-en, parce qu'avec l'âge, ça va être une denrée qui va devenir de plus en plus rare. À chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui est en mesure de vous raconter un épisode de la Seconde Guerre mondiale, de sa participation à la résistance, de la libération, ou de ce qu'il a vécu en déportation et s'il est revenu, vous le lui faites coucher par écrit le plus rapidement possible. Mes jeunes collègues en sortiront probablement quelque chose. En espérant ne pas avoir enfoncé trop de portes ouvertes, je vous remercie de votre attention. Et si j'ai été trop allusif ou trop rapide, je veux bien répondre aux questions. Bon. Alors, je suis sûre que des questions, il y en a beaucoup. Je propose qu'on épuise le deuxième sujet, la deuxième partie qui sera beaucoup plus courte, et garder les questions sous le coude et les poser à la fin. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, la deuxième partie portera sur la citadelle d'Amiens pendant l'occupation. C'est un sujet qui avait été proposé par Jacques Lejeune et qui avait été préparé par lui, évidemment. Parce que ni lui ni nous ne pouvions pas nous douter qu'il partirait si tôt. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il nous a quittés sans moi-même au mois de février. Il a fallu donc parer au plus pressé et nous y mettre à trois. Maryse Confrère, qui est une ancienne professeure d'histoire-géographie, Annick Delattre, qui est une ancienne conseillère principale d'éducation et historienne de formation, et moi-même, qui suis une ancienne professeure d'histoire. Alors, nous avons essayé de relayer les informations dont il nous avait donné un peu la trame, mais vous vous doutez bien qu'on n'a pas ne sera pas à la hauteur de cet historien local qui faisait des recherches, qui avait ébloui beaucoup de monde par ses expositions. Nous allons nous efforcer de faire en sorte que ce dont il nous parlait, ce qu'il avait couché sur les 3 brochures de l'association, puisse vous donner quelques réponses. Alors, évidemment,
ce que nous allons vous donner comme information s'inspire des brochures sur lesquelles Jacques a participé grandement, à savoir la brochure 2, non 3, sur les fusillés de la citadelle et la brochure 4 sur la citadelle antichambre de la mort. Alors, évidemment, nous ne pourrons peut-être pas répondre à toutes vos questions là-dessus, puisque nous n'avons pas eu le temps de faire des recherches poussées là-dessus, et vous voudrez bien nous en excuser. Donc, la citadelle pendant l'occupation. La citadelle fut longtemps méconnue, mal connue des Aménois, alors que son histoire est liée à celle de la ville comme témoin d'un lourd passé. Alors, lourd passé parce que la guerre franco-prussienne de 1870 est passée par là, et plus encore, la Seconde Guerre mondiale. Alors, une brève histoire de la citadelle, que vous connaissez certainement, on va passer très vite. La ville d'Amiens est née sur une voie romaine, la voie qu'avaient tracée les Romains pour pouvoir atteindre par Boulogne-sur-Mer la Grande-Bretagne. Donc c'est une ville qu'il fallait protéger, et ceux qui ont, enfin les rois qui ont suivi ont aussi tenu à ce que cette ville soit protégée des invasions venant du nord. Le souhait de François Ier est de renforcer les défenses au nord de la ville, et on connaît tous la porte Montesquieu de la citadelle. Évidemment, il a voulu cela parce que Amiens, qui voulait garder son autonomie, n'avait ni fortification ni garnison royale. Sous Henri IV, les choses vont s'accélérer parce qu'Henri IV a été soucieux de fortifier la ville, et il a fait venir un ingénieur qui est le Bar-le-Duc et qui s'appelait Érard, Jean Érard. Donc il devait travailler à la fortification de la citadelle, en fait de cet endroit de la ville. Un événement mémorable lui donne raison. Je pense que tout le monde connaît cette appellation, ce surnom des Amiénois, mangeurs de noix. Et donc les Espagnols, le 11 mars 1597, prennent la ville par cette ruse. On rappelle donc que les Espagnols arrivent dans à la citadelle avec des mercenaires wallons qui s'étaient déguisés en paysans et qui transportaient des sacs de noix sur des charrettes, et qui vont renverser une fois arrivés, une fois la porte passée. Évidemment, les Aménois qui ont faim vont se précipiter sur les noix, et puis les gardes, les Espagnols, vont les poignarder et prendre la ville. Alors, Henri IV est furieux, évidemment, va assiéger la ville, puis les Espagnols vont partir, il obtient la reddition des Espagnols en septembre 1597. Donc, cette citadelle s'imposait, et elle va être l'œuvre de Jean Érard, communément connu sous le nom de Érard de Bar-le-Duc.
Elle est le troisième symbole de la ville, après le beffroi, qui est le symbole d'Amiens, en fait du pouvoir communal, et la cathédrale, qui est le symbole du pouvoir épiscopal. Le 28 novembre 1870, les Prussiens entrent dans la ville d'Amiens. Le commandant Vogel se retranche dans la citadelle avec 400 hommes. Il tombe sous les feux des Prussiens qui ont rendu quand même à sa dépouille des honneurs militaires. Arrive alors 1940, les Allemands entrent dans Amiens, donc c'est le 19 mai 1940. Amiens tombe totalement sous le pouvoir allemand le 20 mai 1940. Amiens a essayé de tenir avec le commandant Thuillier qui a fait sortir 80 prisonniers, et qui leur a fourni les armes, mais comme il n'avait pas suffisamment de munitions ni de vivres, ils ont été vaincus. Les Allemands donc s'établissent à la citadelle et y installent une prison et une infirmerie. Tout le monde se souvient de l'opération communément connue sous le nom de Jéricho, qui a pris son nom beaucoup plus tard d'ailleurs. Les Allemands, la Gestapo, s'était installée à Amiens au mois de janvier, le 5 janvier 1941, et de nombreux Français soupçonnés d'attentats et de sabotage, passibles de la peine de mort, ont été enfermés dans la prison d'Amiens qui se trouvait route d'Albert, qui se trouve toujours d'ailleurs, mais le 18 février 1944, cette prison a été bombardée par le Royal Air Force, et après ce bombardement, les prisonniers qui y étaient ont été amenés à la citadelle. Alors, pourquoi le bombardement de la prison? Il y a plusieurs interprétations. La première étant qu'il fallait faciliter l'évasion de résistants nécessaires à la réalisation des futures opérations du débarquement. Sauf que les prisonniers picards ont affirmé qu'ils étaient étrangers à ce plan. La deuxième explication, c'était qu'il fallait permettre la libération d'un certain nombre de résistants influents et d'agents de l'intelligence service, donc des agents anglais. Cette hypothèse a également été réfutée. Et la troisième hypothèse a été celle qui penchait sur le fait qu'il fallait faire diversion pour dissimuler la date et le lieu de débarquement. C'est une hypothèse qui a paru crédible, car les Alliés ont imaginé des campagnes d'intoxication et pour justement convaincre les Allemands que le débarquement se ferait dans le Pas-de-Calais. Alors, comme je le disais tout à l'heure, après la destruction de la prison de route d'Albert, tous les prisonniers ont rejoint ceux nombreux de la citadelle. Et à la citadelle, les prisonniers capturés au cours de la bataille d'Amiens, donc 19 et 20 mai 1940, étaient détenus là-bas. Et évidemment, pendant l'occupation, la citadelle a été un lieu de détention, de torture, d'exécution des résistants arrêtés par les Allemands et jugés par leurs tribunaux militaires, mais aussi de départ vers la déportation.
Alors, lieu de torture. Dans une des cours, à côté d'un bâtiment transformé en prison, une annexe est construite composée d'une vingtaine de cases étroites, d'1 mètre sur 2,50 m. Cellules destinées aux condamnés à mort, aux détenus gardés au secret, aux durs de la résistance. D'autres cellules de torture furent utilisées. Ce sont de petites constructions dans une courette située entre la cour intérieure et le rempart sud de la citadelle, destinées à recevoir des détonateurs en dépôt. Donc des petites cellules évidemment. La plus grande, 4 mètres sur 0,6, pouvait recevoir jusqu'à 8 à 10 zones. Donc on s'imagine facilement que la position debout n'était pas facile, que la position assise n'était pas facile non plus. Donc c'était une forme de torture en fait. Alors ces constructions étaient au nombre de 3 et il n'y avait que de petites ouvertures pour l'aération. Alors, les plus petites, évidemment, c'était 1 mètre sur 1 mètre et c'était pas facile et on pouvait y mettre jusqu'à 2 personnes. On imagine là encore la difficulté de ces hommes. Et parfois, ils y restaient 4 jours, voire plus, parce que souvent c'était ceux qu'on mettait, comme on dit, au mitard. Quelques témoignages nous en disent long. Une certaine de Figueur Anna, résistante, arrêtée le 18 avril 1944, nous dit « À la citadelle d'Amiens, le régime est sévère et les interrogatoires pénibles. La plupart revenaient sur des civières ou en tituba. Jean-Marc Laurent, connu des Amiénois, arrêté le 24 avril 1944, depuis sa cellule de la citadelle, nous dit « Je suis mort de froid. Cellule de 1 mètre sur 1,50 m. Une paillasse, un couvre-lit, c'est tout après 36 jours de cellule. » Alors un certain de la Motte, Christian, arrêté par la Gestapo également, le 8 mai 1944, dans un ouvrage de 2006, on peut lire 4 jours après leur arrivée, parce qu'il a été arrêté avec sa mère, 4 jours après leur arrivée, Christian et son frère Ernest, sa mère et son frère, sont emmenés dans les souterrains de la citadelle. Une vision effroyable les attend. Des femmes menottées sont suspendues à des crochets au plafond. Ils aperçoivent aussi des baignoires. Ils s'attendent à subir les séances de torture pratiquées par les SS. Un officier de la Wehrmacht surgit, hurle des ordres aux SS, les oblige à détacher les femmes et renvoie les détenus en cellule. Parce qu'il y avait une certaine, comment dirais-je, les SS et